Chers terriens, bienvenue dans cette nouvelle émission Critique Express, consacrée à de rapides avis avec peu de montage sur des films que nous n'avons pas le temps ou ne voulons pas traiter de long en large. Pour cette première édition, nous avons décidé de dire quelques mots de la série Ahsoka, dont l'épisode 4 est sorti ce mercredi. Nous allons donc faire un petit bilan de mi-saison et parler de nos attentes pour la suite. Will, ça te va comme ça? Ouais, c'est bien ce qu'on avait prévu, et au passage en bonus, on va revenir rapidement sur la saison 3 de Mandalorian aussi. Bonne idée. Alors si j'ai bien compris, tu adores Star Wars. Ouais, j'aime pas tellement l'expression fan, qui fait référence au fanatisme d'ailleurs, et je ne me vois jamais comme un fan de quoi que ce soit. Mais s'il y a bien un univers qui me suit depuis que je suis tout gosse, qui a défini ma vision de l'aventure, de la dualité bien contre mal, ou encore de ce que doit être une belle bataille spatiale, c'est bien cette saga. Gare à l'objectivité alors. En tout cas, je peux autant m'émerveiller devant la bataille de Scarif ou les meilleurs moments de Mando que m'ennuyer devant la série sur Obi-Wan ou descendre en flammes la postlogie. Je vois, adorer une licence peut nous rendre aussi bienveillants qu'intransigeants. Alors, ces premiers épisodes d'Ahsoka. Bah écoute, j'ai attendu un peu et j'ai regardé les 3 premiers à la suite, puis le 4e ce mercredi. Alors je vais commencer par mon impression avec les 3 premiers. C'était plutôt beau, sur ce plan-là aucun problème, à part quelques détails peut-être. Oui, des décors moins bien incrustés ou ce genre de choses, mais globalement c'est très agréable à l'œil. Faut se rappeler qu'il y a 10 ans, on imaginait encore difficilement voir des séries avec ce niveau visuel, et personnellement je trouve toujours assez fou d'en être arrivé là. Game of Thrones notamment a pas mal changé la donne au fil de ses saisons. Beaucoup de sabres laser aussi dans Ahsoka, et dès le premier épisode. Ça change des sempiternels combats entre les deux mêmes personnes dans la postlogie. Ouais, pour moi, le retour de Star Wars au cinéma, ça aurait dû rimer avec le retour des combats épiques et variés au sabre laser, les batailles immenses, le retour des Jedi après la victoire contre l'Empire. Et y avait rien de tout ça. Du coup, dans Ahsoka, mais même dans Mando d'ailleurs, parce que c'est de plus en plus le cas, j'apprécie beaucoup de revoir les vaisseaux que j'adore, et même quelques nouveautés qui franchement ont la classe. Là aussi bien plus que dans la postlogie. Ah oui, quand on sait d'où je viens, ça me parle forcément. J'en ai vu, moi, des vaisseaux de toutes sortes. Et je dois bien dire que j'ai une préférence pour le mien. Ouais, modérément, Vous maîtrisez le sujet, mais je ne suis pas convaincu. Tais-toi, va. Mais en effet, dans Ahsoka, on a droit à du neuf. Et on se retrouve dans le superbe Home One, le vaisseau du fameux amiral Akbar. Que j'ai rencontré, d'ailleurs. Un vrai chic type, mais un peu trop gluant pour moi. Ok, alors voilà, il y a de très belles choses à voir, quelques visuels nouveaux aussi. Ça change des déserts. Exactement, mais par contre, là où ça coince assez vite, c'est sur la réalisation. Dave Filoni pour l'épisode 1 par exemple. On voit que le mec est passionné par cet univers, qu'il le respecte, qu'il aime ses personnages, mais en live action, c'est juste pas vraiment un bon réalisateur. Son épisode est assez mou, notamment quand on présente la version live action du personnage de Sabine. Elle est censée avoir l'air d'une rebelle, mais les plans sont tellement scolaires, sans panache, ça tape complètement à côté. Ça marche pas. Oh oui, ou alors, quand un droïde la chope par surprise là. Qu'est-ce qu'il fout franchement? Il n'utilise pas son blaster, il n'essaye pas de la balancer du haut de la tour, il la tient là et il attend on sait pas quoi. Oui, mais par contre il sait où mettre sa main, y a pas de problème. Oh, j'avais pas vu ça. Non mais le cochon, faut le dénoncer. # balance ton droïde. Alors les échanges entre les personnages sont assez basiques, manque de mordant, et les silences qui pourraient être de bonnes occasions de jouer sur les non-dits, l'intensité des regards, sont bien trop plats. Même les combats au sabre laser, sans être mauvais, manquent chaque fois d'un petit quelque chose. Un meilleur décor, plus de tension, et malheureusement, la réalisatrice Steph Green, qui avait déjà travaillé sur le livre de Boba Fett mais pas sur la meilleure partie, ne propose pas beaucoup mieux que Filoni à ce niveau dans les épisodes 2 et 3. C'est vrai qu'avant, quand un duel se profilait, on savait qu'un grand moment allait arriver. Et le niveau technique des combattants dans certaines scènes de la prélogie se déménageait un peu plus. Notamment Obi-Wan, Qui-Gon, Darth Maul, Anakin. C'est sur ce standing qu'il fallait se caler. J'en profite pour noter la dangerosité d'un sabre laser en tant qu'arme. Quand je vois Sabine s'écraser au sol comme ça, je me dis que les utilisateurs de la force ont plutôt intérêt à surveiller leurs mauvais réflexes pour éviter de finir en tagliata. Tu connais la tagliata, toi? Oh, n'oublie pas que je continue de vous observer. Ouais, t'observes bien ce qui t'arrange, on dirait. Va te faire. Bon, alors voilà, c'est joli à regarder, j'ai pas envie d'abandonner, c'est mieux qu'Obi-Wan malgré quelques fautes de goût comme cette musique tellement pas Star Wars. Mais le récit manque d'accroche, de rythme et globalement la réalisation est trop pauvre pour que ça fonctionne sur le long terme. Fallait vraiment faire quelque chose. Et cet épisode 4 qui vient de sortir, tu en dis quoi? Eh ben ils ont fait quelque chose, parce que c'est beaucoup mieux. Ah,
Franchement, je suis désolé pour les deux réalisateurs précédents, mais là, Peter Ramsey est d'un tout autre niveau. C'est de l'expérience. Le mec a une vraie vision artistique et ça se sent. D'ailleurs, il a travaillé sur Spider-Man Into the Spider-Verse. Alors oui, l'épisode s'y prête, hein. Le script en lui-même est hyper rythmé, c'est une course contre la montre. Même si dans les premières minutes, on dirait pas vraiment, hein. Oui, on va y revenir. Mais bref, même en termes de combat, je trouve que c'est mieux filmé, mieux chorégraphié, plus intense. Et il y a toutes sortes d'idées de mise en scène comme les poses qui rappellent les films d'arts martiaux ou les mangas à la Dragon Ball, quand les adversaires se jaugent avant d'entamer les hostilités. Ou ces moments où les combats sont mis à l'arrière-plan pour cadrer pendant quelques instants d'autres éléments de l'intrigue, comme le casque perdu de Sabine ou encore le timing de plus en plus serré. Exactement. Donc, rien qu'au niveau de la réalisation, il se passe quelque chose. Mieux vaut ça. La musique est déjà plus présente et fait beaucoup plus Star Wars aussi. Et alors ça sera une remarque très puérile, mais je peux définitivement pas m'empêcher d'en parler. On revoit encore une fois de superbes plans des flottes de vaisseaux alliés. Ce sont vraiment des images qui m'avaient marqué quand j'ai vu la trilogie originale en étant gamin. Et depuis le début de la saison, c'est un festival pour les yeux. Celui-ci était donc un bon épisode. Mais pas sans défaut. Vous commettez une grave erreur. Non, il y a, comme on l'a évoqué, cette manière de prendre le timing complètement à la légère en début d'épisode. Alors en soi, pourquoi pas? Mais dans ce cas, ça ne justifie pas la décision des deux héroïnes de se séparer dans l'urgence juste après. Alors qu'ensemble, elles auraient pu facilement vaincre l'apprenti de Bailan, puis aller attaquer le maître à deux. Ouais, de ce côté, la série souffre toujours d'importants défauts d'écriture et ça risque de lui faire beaucoup de mal si ça continue. Personne n'aime suivre des personnages qui prennent des décisions idiotes. Et Hera Syndulla qui embarque son fils dans des missions dangereuses, on en parle? Ouais, bah là encore, c'est une décision intégralement scénaristique pour que les fans puissent profiter de le voir dans des scènes importantes. Et peut-être pour éviter d'avoir à trouver des raccourcis fumeux pour que les personnages soient réunis par la suite. Ça, c'est un peu embêtant quand on y réfléchit, mais c'est moins grave que de se séparer au pire moment. Mais bon, ne crachons pas dans la soupe. Cet épisode possède une chose qui était absente des précédents. Des enjeux forts et multiples. Hera Syndulla qui se lance dans une bataille contre l'avis de sa hiérarchie. Ahsoka fait son job mais finit peu ou prou trahie par la padawan qu'elle vient de retrouver. Et en plus, elle est à la traîne et doit trouver un moyen de poursuivre les méchants. Sabine est confrontée à plusieurs choix difficiles et même du côté des méchants, tout n'est pas clair. Ouais, Bailan est assez mystérieux et a l'air de suivre ses propres objectifs. Et sa padawan a failli lui désobéir, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Ah d'ailleurs, nous rendons hommage à l'interprète de Bailan, Ray Stevenson, qui transpire littéralement la classe dans cette série, qui est malheureusement décédé juste avant sa sortie et qui risque de cruellement manquer à la saison 2 puisqu'il est ici l'un des éléments les plus intéressants. J'espère pour les scénaristes que l'arc de ce personnage était bouclé en fin de saison, sinon ils vont vraiment devoir gérer un gros problème. Tiens, puisqu'on en est à parler du scénario, la course au Thrawn continue, et j'espère quand même qu'ils ne vont pas nous la jouer à la Star Wars 7. Ouais, genre un Thrawn qui apparaîtrait à la dernière minute du dernier épisode de la saison. Ce genre-là, oui. Il y a des chances malheureusement. Tu m'étonnes. Donc un épisode bien meilleur que les précédents, même si ça coince à droite ou à gauche et que c'est toujours trop court. Cette fois, on a l'impression que la machine est lancée et qu'on nous raconte quelque chose d'important. Tellement important et relié au passé qu'on peut dire que les spectateurs qui n'ont vu que les films et les séries récentes seront complètement largués. Ah oui, là c'est plié, hein. Heureusement que je me suis tapé des heures de vidéos de youtubeurs Star Wars pendant le Covid, parce que sinon j'aurais jamais entendu parler de sorcellerie dans cette licence, ni du monde entre les mondes. Et ça, ce n'est quand même pas normal, je trouve. Ah bah c'est une des raisons qui font que j'ai laissé tomber Marvel. Beaucoup trop de séries à suivre entre des films de qualité extrêmement variable. Ouais, c'est compréhensible. Notons pour terminer l'apparition surprise d'Anakin, qui fait quand même plaisir, l'air de rien. Même si, au niveau du visage, il y a quelque chose d'un peu particulier. Ouais, je sais pas à quel point le numérique a été impliqué dans ce plan, mais ça pique un peu. Par contre, certains effets sont absolument parfaits, comme le passage en hyperespace des ennemis. Et le design sonore est complètement fou, mais ça c'est plutôt général dans Star Wars. Et voilà, pour la suite d'Ahsoka, nous espérons donc que les enjeux resteront aussi forts, que les scènes d'action vaudront à nouveau le coup d'œil, et que les maladresses que nous avons citées seront corrigées. Je dirais qu'on s'engage sur la bonne voie. Tu sais bien que oui. Profitons de l'occasion pour revenir rapidement sur la saison 3 de Mandalorian. Qu'en as-tu pensé? Personnellement, je l'attendais impatiemment parce que j'avais adoré les deux premières. Je sais que ça a beaucoup été critiqué, mais le fait de suivre de petites aventures très sobrement connectées d'un épisode à l'autre, et avant d'avoir droit à un épisode final plus conséquent et explosif à chaque saison, ça me convenait très bien. Mais cette saison 3, même si elle conserve cet aspect, se montre bien plus feuilletonnante, si j'ose dire. Et en plus, Mando et Grogu sont devenus des personnages secondaires. Oui, et le problème, c'est qu'on voit pas bien où ça va.
Est-ce qu'ils vont reprendre leurs petites aventures comme avant en saison 4 ? Est-ce qu'ils vont devenir des personnages secondaires dans leur propre série, comme Boba ? En fait, je pense que ces séries ont trop voulu prendre leur temps, faire monter la sauce au fil des petites aventures isolées, et maintenant qu'une menace plus importante se précise... En la personne du fameux amiral Thrawn. Voilà, on a l'impression que les pièces du puzzle sont assemblées au forceps. Moi, je pense que si on abandonne le côté un peu procédural et qu'on veut avancer vers un film qui regroupe toutes les intrigues, il est temps d'y aller et de faire avancer l'intrigue de tous ces personnages une bonne fois pour nous diriger vers l'histoire qui devrait conclure ce que Filoni appelle maintenant le Mandoverse, et qui devrait prendre la forme d'un film. Oui, au lieu de nous proposer des épisodes fillers, certes pas inintéressants, mais carrément hors sujet dans les séries où ils apparaissent. Après, il y avait quand même des surprises dans cette saison 3, dont un excellent épisode quasi horrifique, une bataille assez conséquente en milieu de saison, et une autre également assez sérieuse avec la présence d'une vraie flotte de vaisseaux du côté des Mandaloriens, et un style de bataille en jetpack qu'on n'avait encore jamais vu. Donc, fidèle au poste pour une saison 4 ? Bien sûr, mais j'espère retrouver un duo Mando-Grogu au sommet de sa forme. Des batailles encore plus énormes, et un rapprochement de tous ces personnages, qu'il s'agisse des Mandaloriens, d'une partie de la flotte de la République sous les ordres d'Hera Syndulla, avec aussi Ahsoka et Sabine, Je vais où on a besoin de moi. ou encore Boba Fett et peut-être une partie de ses troupes, pourquoi pas. Toi, t'es en train de rêver d'une bataille finale dantesque entre Thrawn et son éventuelle armée et les personnages du Mandoverse. Coupable. Eh bien, espérons que les choses iront dans cette direction. Et qui sait, peut-être que la seconde partie d'Ahsoka nous donnera des réponses à ce sujet. D'ailleurs, la présence du pilote Carson Teva, qu'on a beaucoup vu dans Mandalorian, peut être un gros indice. Donc on se retrouve très bientôt pour en parler. Avec plaisir. D'accord. Chers terriens, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, bleu c'est hideux, vert c'est super. Et tant que vous méditez sur cette fantastique formule, pensez donc à nous laisser un petit commentaire, à préciser quelles sont vos attentes concernant ce fameux Mandoverse et la suite d'Ahsoka, et également à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Ça aiderait évidemment beaucoup la chaîne, et en plus vous ne risqueriez pas de manquer notre analyse profonde, subtile, spirituelle, phénoménale Je crois que ça va suffire. de cette seconde partie d'Ahsoka. Et sur ce... Salut à tous!